Bonsoir. Eh bien, je suis très heureuse de vous accueillir, ainsi que mon équipe, à l'Alcazar. Je vous remercie d'être présent à cette rencontre qui nous tenait beaucoup à cœur. Alors nous avons redécouvert Armand Lunel à l'occasion de la sortie de cet ouvrage-là, et qui était vraiment inespéré, parce que c'était quelqu'un qui était un petit peu, il faut bien le dire, tombé dans l'oubli. Et ça a été une occasion pour nous de le redécouvrir et puis de découvrir aussi Madame Labourie, que nous remercions d'être là ce soir. Et donc c'était son grand-père, Monsieur Armand Lunel. Et donc on pense qu'elle va avoir beaucoup de choses à nous transmettre et à nous raconter sur cet homme vraiment, vraiment précieux pour la culture provençale et la littérature. Voilà, je vous laisse la parole. Allez. Ça va Écoutez, je vous remercie d'être là. Et puis je remercie l'Alcazar de nous accueillir. Donc moi, petite fille d'Armand Lunel, et mon amie Simone qui va vous faire les lectures. Donc c'est un partage, on va partager à deux avec vous ce que nous savons de cet homme et de cet écrivain, que d'ailleurs mon amie a bien connu aussi. Donc voilà. Je pense qu'elle va lire aussi avec sa sensibilité et vous faire partager le mieux possible ce que nous admirons dans cette œuvre. Alors, comme vous l'a dit notre ami là, qui nous reçoit, l'occasion de cette conférence a été créée par la publication par l'Académie d'Aix de cette œuvre Armand Lunel, un enchanteur et son imagerie, auquel j'ai participé et plutôt que j'ai dirigé, disons, puisqu'on peut y lire différentes interventions qui d'abord ont été des interventions orales d'ailleurs, parce que nombre d'entre elles ont été faites au cours d'un colloque que nous avions organisé à Aix en 2014. Et puis il y a eu aussi des ajouts de personnalités ou de gens qui l'ont connu et qui ont écrit des petits articles donc, sur Armand Lunel, sa vie, son œuvre, donc, qui figure dans cet ouvrage qui est un peu une somme donc, de tous ces points de vue. Comment vous présenter Armand Lunel? Je vais vous le présenter alors d'abord par ces mots, un enchanteur et son imagerie, qui sont tirés de... C'est pas moi qui les ai inventés, c'est lui qui les a créés, qui a créé cette expression, à propos du personnage héros de son premier roman, L'imagerie du Cordier. Et vous comprendrez, j'essayerai de vous faire comprendre au cours de cette petite causerie pourquoi ces mots sont extrêmement bien choisis et pourquoi c'est important que c'est été écrit dans son premier roman. Pour vous présenter la vie et la personnalité d'Armand Lunel, j'évoquerai des éléments qui ont fortement marqué son œuvre. Puis dans un deuxième temps, j'essaierai d'approfondir ce qu'il nomme lui-même son imagerie, à travers la représentation de son rapport notamment avec quelques peintres. Alors il a connu beaucoup de peintres, j'en ai choisi deux. Un que vous connaissez très bien, qui est Cézanne, qu'il n'a pas connu personnellement, mais dont il a admiré son œuvre, dont il a admiré l'œuvre, et un autre qui est beaucoup moins connu. J'ai fait exprès de choisir deux personnalités très différentes, et qui mérite d'être redécouvert, comme Armand lui-même d'ailleurs. Il s'agit du peintre André Marchand. Qui est un Arlésien, mais originaire d'Aix aussi, ami d'enfance d'Armand Lunel, etc. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, pour vous présenter de manière générale la personnalité de cet homme qui fut mon grand-père, j'ai préféré passer par un point de vue beaucoup plus externe, le point de vue de deux universitaires, l'un professeur de littérature à l'université d'Aix, et qui est Jean-Claude Bouvier, et l'autre qui est un musicologue, parce que mon grand-père a écrit de nombreux livrets d'opéra, musicologue, professeur au Conservatoire régional de Marseille, qui est Lionel Pons. Tous deux, dans la préface de ce petit livre, écrivent « Philosophe de formation et de profession ». En effet, mon grand-père était professeur de philosophie au lycée de Monaco, vous le verrez tout à l'heure. Armand Lunel a toute sa vie manifesté une curiosité intellectuelle et une ouverture d'esprit remarquables qui l'ont amené à aborder avec succès des champs très divers de la création. Il a été tout à la fois romancier,
Donc voici Armand Lunel, plutôt dans son aspect écrivain de livret d'opéra, puisque cette photo a été prise lors du premier festival d'Aix en 1949, sur le Cours Mirabeau. Donc je disais qu'il avait été tout à la fois romancier, librettiste d'opéra, poète, historien, essayiste. Mais ce qui est frappant, c'est sa passion pour la Provence. C'est pourquoi je fais cette intervention dans ce cadre-là. La reconnaissance assumée de ses origines et sa volonté sans cesse affirmée d'atteindre l'universel en cherchant le dépassement de l'individuel et du particulier et en favorisant le dialogue entre les hommes et entre les cultures, constitue le fil conducteur de cette œuvre polymorphe, ou plutôt polyphonique. Donc ça, c'est l'aspect philosophe de mon grand-père qui a peu écrit d'œuvres de réflexion abstraite et philosophique, mais qui fait passer dans ses romans cette grande ouverture d'esprit et cette volonté de confronter les cultures et les hommes. Donc pour vous parler de lui, de façon un petit peu structurée, je vais faire ça en 4 temps. Je vais d'abord vous parler des lieux marquants dans sa vie, ça permettra de parler un petit peu de sa vie, des personnalités marquantes qui permettent aussi d'approfondir sa biographie. Ensuite, nous intéresserons au versant relationnel avec donc les peintres qu'il a rencontrés. Et puis enfin, nous verrons comment tout ça aboutit à une création originale qui est la création romanesque. Donc commençons par les lieux marquants. 3 lieux ont marqué la vie et l'œuvre d'Armand Lunel. Aix, Carpentras, Monaco. Il naquit en 1892 et passa son adolescence à Aix. Il fit de longs séjours, notamment pendant les vacances, chez ses grands-parents, à Carpentras. Enfin, il fut nommé professeur de philosophie au lycée de Monaco, où il vécut et écrivit parallèlement à son activité d'enseignement, jusqu'à sa mort en 1977. Parlons d'abord de Carpentras et des séjours qu'Armand Lunel y a fait auprès de son aïeul, du côté maternel, qui a été un véritable transmetteur pour lui des traditions provençales et judéo-comtadines. En effet, les Lunel sont des juifs du comtat venessin. Et vous voyez là sur cette photo qui représente une peinture à l'huile conservée à la bibliothèque Ingembertine, qui est une bibliothèque remarquable, une bibliothèque-musée à Carpentras. Vous voyez une représentation donc du Carpentras à l'époque où subsistait le ghetto, qui est cette colline là qu'on voit là, qui maintenant est détruite. Il n'en reste plus que la synagogue. Donc Carpentras, à l'époque, encore entouré de ses remparts. Donc la ville de Carpentras a tellement marqué Armand Lunel qu'il en a fait le cadre de son roman le plus connu, qui est Niccolò Peccavi ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, pour lequel fut créé le premier prix Renaudot en 1926. L'histoire du premier prix Renaudot, vous pourrez la lire si vous empruntez ou si vous vous procurez le petit livre là, qui raconte sa vie de façon plus détaillée. Donc la ville de Carpentras, elle a marqué mon grand-père dans sa formation d'écrivain. Et il dit lui-même dans une autobiographie qui n'a été publiée qu'après sa mort, Les chemins de mon judaïsme, que charnellement, il écrit, charnellement je suis né à Aix-en-Provence, et spirituellement, par le cœur, pas moins que par l'esprit, je suis venu au monde de l'autre côté de la Durance, à Carpentras, l'ancienne capitale du comtat venessin, où les Juifs, mes aïeux, vivaient tant bien que mal, jusqu'à la Révolution, sous la sauvegarde du pape et de ses vice-légats. Alors, comment vous expliquer ça? Les communautés juives de Carpentras, avec donc l'Île-sur-Sorgue et Cavaillon, 3 communautés différentes, faisaient partie des possessions des papes d'Avignon depuis le XIIIe siècle. Et elles furent ainsi administrées jusqu'à la Révolution française, 1791, où les Juifs ont été libérés des ghettos, qu'on appelait en Provence les carrières.
Alors que ces communautés avaient été traquées pendant toute l'histoire par les différents rois européens, ils étaient à l'abri, ils étaient protégés par les papes d'Avignon dans ces ghettos, donc qu'on appelait carrières. Pourquoi étaient-ils protégés? Parce que la papauté les gardait comme des témoins de l'Ancien Testament. C'est la justification qu'on trouve dans les écrits, dans les sources historiques. Et c'est à Carpentras, donc en cette fin du 19e siècle, Armand Lunel est âgé de 7 ans, et il vient passer ses vacances dans la maison de ses grands-parents, et c'est là qu'il assiste aux manifestations de l'antisémitisme à l'égard du capitaine Dreyfus. Alors pourquoi le capitaine Dreyfus à Carpentras? D'abord, alors je vais vous expliquer ça, parce que le capitaine Dreyfus que vous voyez là sur cette photo, ici, au milieu, avec le chapeau, il avait été, à son retour de Bagne en 1899, assigné à résidence en attendant la révision du procès. Il avait donc été assigné à résidence à Carpentras. Et il avait été accueilli par des cousins, les Valabrègue, que vous voyez ici, grande famille, dont il reste d'ailleurs des descendants à Marseille, grande famille judéo-comtadine, qui était marchand de tissus. Et donc sur la place, ils avaient leur magasin, juste en face du magasin des Lunel. Donc deux familles marchandes de tissus à Carpentras, les Lunel d'un côté, où séjournait en vacances mon grand-père, et de l'autre côté, la maison des Valabrègue, où était réfugié le capitaine Dreyfus, enfin assigné à résidence le capitaine Dreyfus en attendant la révision de son procès. Et c'est donc là que mon grand-père, âgé de 7 ans, c'est très important parce qu'il n'est pas du tout conscient si vous voulez, du contexte historique et des répercussions que peuvent avoir l'affaire Dreyfus dans le climat politique en France de l'époque, mais il assiste à tout ça avec son regard d'enfant. Et il raconte ceci et bien d'autres choses d'ailleurs dans son roman qu'il a intitulé Niccolò Peccavi, je vous expliquerai après pourquoi, ou l'affaire Dreyfus à Carpentras. Il met ici en scène, dans ce début de roman que Simone va vous faire partager, son grand-père surnommé Abrané et sa grand-mère surnommée Mamette. Et c'est toute une atmosphère pleine de mystère qui environne cet enfant de 7 ans qui, par ailleurs, est terrifié. Non, peut-être même pas terrifié, vous allez voir, il est plutôt interrogateur et quelque part un peu enchanté, paradoxalement, par les manifestations de l'antisémitisme autour du capitaine Dreyfus. Je cède la parole à Simone. Donc, lecture sur la maison du grand-père à Carpentras. Quelle était grande, quelle était belle, l'antique maison de mes grands-parents. Si grande, si belle, et surtout si mystérieuse, que je l'appelais à part moi, bien tendrement, la maison fée. Et qu'aujourd'hui, je pourrais faire plusieurs livres de tous les souvenirs, des surprises charmantes ou terribles dont elle me donna le spectacle. Mais en cette année 99, la dernière d'un siècle qui risque de finir bien mal, comme on le disait autour de moi avec quelque solennité, ce n'étaient point ces chambres avec leurs noms étranges, chambre de Nel, notre épagnole bien-aimée, chambre de l'orphelin, chambre du zouave, ni le labyrinthe de ces couloirs ténébreux et de ces escaliers dérobés, qui alimentaient le plus souvent mes songeries puériles et romanesques. Ces fameux greniers, dont il faudra bien reparler plus tard, et le musée de mon grand-père, où je n'étais certes pas admis tous les jours, ne me séduisaient aussi que par intermittence. Non, je ne réservais vraiment tout mon amour et toute ma curiosité que pour le magasin. Et mon cher Abrané ne se trompait pas. C'est bien après le repas du soir que je sentais s'exalter le plus fort pour lui mon égoïste et bizarre tendresse, quand tous ses volets étaient clos et qu'un seul bec de gaz tremblait à travers la profondeur de ses voûtes solitaires. C'est dans le coin le moins obscur, tout contre une des portes, que je me revois douillettement étendu à plat ventre sur une haute pile de velours de Mazamet, mon observatoire. Les yeux sur une fissure ménagée entre les panneaux qui protègent extérieurement le vitrage, en ce mois d'août, puis en ces premiers jours de septembre 99, c'est donc là que je m'installais à l'affût, jusqu'à 10, 11 heures du soir, plus tard encore,
aussi longtemps que Mamette ne songe pas à me rappeler. Devant moi, la place d'Inguimbert s'étalait sous un sombre plafond de verdure, comme la scène encore inoccupée d'un théâtre en plein air. On l'appelait d'ailleurs tout simplement la place aux oies, à cause des fameux cygnes de fonte qui décorent ces petites fontaines jumelles. Et j'attendais. J'attendais que les galopins de la ville, au service de nos ennemis les anti-Dreyfusards, vinssent commenter les divers incidents d'un procès qui ne m'intéressait pas et auquel je ne pouvais rien comprendre, par des cris, des chansons, des coups de sifflet, un simulacre de feu d'artifice, qui me réjouissait chaque fois autant qu'une véritable féerie. Ainsi, je me faisais une véritable fête de ces tapages nocturnes, alors que mes grands-parents ne pouvaient guère y trouver qu'un sujet d'appréhension ou de tristesse. Donc vous voyez que la description est véritablement réenchantée par les souvenirs d'enfance. Et ça donne même, c'est l'originalité d'ailleurs du roman, hein, c'est qu'il y a des contrastes étonnants de ton, donc entre le regard de l'enfant qui a sa naïveté et qui dédramatise la situation, et puis le vécu des adultes qui, lui, est dramatique. Et le personnage pour qui la situation est particulièrement dramatique, c'est le personnage éponyme qui donne son nom au roman, c'est Niccolò Peccavi. C'est un personnage torturé qui a pris le surnom de... Enfin, à qui on a donné le surnom de Peccavi, on a donné le surnom de Peccavi à ses ancêtres, au moment où ses ancêtres ont choisi la religion catholique et ont abandonné la religion juive. Et donc, il a changé de nom. Hein, et lors du baptême, on lui a fait porter ce surnom de Peccavi. Et depuis, tous les descendants s'appellent Niccolò Peccavi. Hein. Et donc, l'histoire est particulièrement dramatique pour ce personnage qui, à travers tout ce qui se passe dans la ville de Carpentras autour du capitaine Dreyfus, redécouvre sa véritable identité, qui est l'identité juive. Et en fait, c'est très actuel. Hein. Et en fait, il fait une recherche sur ce qu'il est vraiment. Est-il catholique, comme lui ont fait son éducation de génération en génération lui a fait penser qu'il était catholique. Hein. Et au fond de lui, il se découvre donc une identité juive profonde et qui rentre en opposition avec notamment son métier, puisque s'il a fait fortune dans le commerce du tissu, c'est parce qu'il vend aux ecclésiastiques, haut placés dans la région, tous les tissus qui servent à faire les habits de cérémonie. Voilà. Donc voilà pourquoi l'histoire est dramatique, à cause de cette histoire très originale du personnage de Niccolò Peccavi, et l'affaire Dreyfus en est l'arrière-plan. Si vous voulez. Hein. Donc c'est un point de vue vraiment très original sur l'affaire Dreyfus. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Hein. Voilà. Et ce problème identitaire est, à mon avis, très actuel et traité avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humour, voilà. Et donc ne peut pas susciter, il est traité de manière, on a l'impression que on a pressenti presque un siècle avant les déchirements qu'on vit à l'heure actuelle, et que tout ça est fait pour apaiser, pour avoir une vision distancée de ces problèmes identitaires. Autre roman, on va revenir un peu en arrière, parce que pour vous montrer que Carpentras est très important dans l'imaginaire d'Armand Lunel, on va repartir de son premier roman, L'imagerie du Cordier. Dans ce premier roman, L'imagerie du Cordier, la problématique centrale n'est pas du tout axée sur les origines juives. Le Cordier Florent est un cordier catholique, et en apparence, quand on commence à lire le livre, on n'a pas du tout l'impression que ça va traiter de ces problèmes-là. En réalité, ce personnage important, qui est aussi un personnage assez mystérieux, comme tous les personnages des romans d'Armand, beaucoup de personnages du moins des romans d'Armand Lunel, hein, a un métier très noble qui est de faire des cordes, et il a besoin de solitude pour exercer ce métier aujourd'hui disparu bien sûr. Et il exerce ce métier de façon étonnante, non pas au centre de la ville de Carpentras où il pourrait vendre ses cordes, non, il a choisi un lieu reculé qui est au pied de l'aqueduc de Carpentras, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très beau monument qui a été restauré récemment, le long du mur du cimetière juif. Je laisse Simone vous faire partager cette description
qui est au début du roman, mais dont j'espère vous apprécierez la poésie. Le vrai cordier cordant n'exerce son métier qu'à l'abri de tout importun, dans le secret. Métier de tradition, corporation étroite où le patron ne s'associe que sa femme, inculque à ses enfants la passion de la corderie, marie sa fille à un cordier. Métier de patience et d'adresse, métier de sage, métier de cordier. Cabane des flores adhérant comme la coquille à la roche à l'arcade 3 de l'aqueduc municipal. Cabane si l'on veut, c'est son nom au pays, mais bâtisse solide comme l'aqueduc, tout en calcaire dur, pierre du pont du Gard, et d'un beau grain jaune serré. Pommier, cabane et le bonheur des flores faisaient des envieux. Chantier sur une aire battue, entre le mur du cimetière juif et la route du Mont Ventoux. Depuis que la communauté, au cours de la Révolution, s'était fondue, le clos des morts, trop vaste, au croisement de 3 chemins, n'était plus qu'un buisson de ronces, d'herbes folles, menthes, bourraches, bouillon blanc mêlés, couvrant les tombes, chevauchant à l'aventure. Des cyprès, en îlots bruissants, émergeaient seuls de cette verdure sauvage. Sur la porte de fer, un verset hébraïque se découpait en lettres lacérées, aiguës. Et de tout son vieux mur, le cimetière surplombant la corderie l'assombrissait d'une ombre couleur de ghetto. Quoique chrétien, les fleurs s'étaient accommodées du voisinage. La solitude de ces lieux interdits était favorable au métier. Aucun curieux ne venait déranger tous les engins paisiblement dressés sur l'aire. Le peigne-chanvre, le rouet, le râtelier, le dévidoir et le toupin. Donc pour raconter l'histoire de ce cordier, poète et chrétien, Armand Lunel utilise les lieux de son enfance et cette atmosphère particulière qui est vraiment au fondement de son imaginaire. Par ailleurs, ce cordier ensuite quitte Carpentras et prend les chemins. Et on voit là qu'il suit la tradition du juif errant qui va de ville en ville vendre et parler. Et voilà. Donc tout cet imaginaire est toujours là. Par ailleurs, au-delà de cet arrière-plan historique, et peut-être encore plus important que cet arrière-plan historique, il y a la fascination d'Armand Lunel pour les paysages de ces plaines qui s'étalent au pied du Mont Ventoux et qui sont particulièrement accueillantes, particulièrement riches. Il y trouve un paysage qui favorise son imagination. Beau soir de juin. Les parfums du foin et de la menthe se mêlent, sous un ciel profond comme un désert de transparence et de clarté. La plaine, à l'intérieur de cette coupe immense, déploie son vêtement, tissu moelleux, presque liquide, modelé par les frissons de la lumière. En losanges divers comme sur l'habit d'Arlequin, ses plus belles couleurs, à travers les prairies, les vignes et les champs de blé s'opposent. Le vert humide, l'incarnat, le jaune antique. Sur ce manteau que fixe à l'horizon le Mont Ventoux dans sa neige azurée, des arbres bas, platanes et mûriers posent leurs taches pâles et laissent voir le ciel plus grand. Dans la lumière de 6 heures, tout le pays muet devient pareil à une de ces vieilles images solennelles, où l'enfance aime à évoquer les personnages de ses féeries. Ainsi s'endort au pied de sa montagne un monde réservé à des enchantements. Armand Lunel reprendra ces évocations dans son tout dernier écrit, qui est donc son autobiographie, dont je vous ai dit qu'elle avait été publiée après sa mort. Et dans cette autobiographie, il prend bien soin d'opposer justement la douceur de la plaine carpentrassienne, qui est une plaine riche, productrice de légumes, de fruits, etc., au paysage beaucoup plus sec et aride de la campagne aixoise. Et c'est en effet le second pôle de l'inspiration d'Armand Lunel, c'est Aix. Alors,
Carpentras, je vous ai parlé, donc, on retrouve, si vous voulez lire les livres, si vous avez, on trouve tous ces livres chez les bouquinistes d'ailleurs. Certains ont été réédités, bon, je vous en parlerai, mais certains sont encore chez les bouquinistes facilement accessibles. Et donc Carpentras, vous le retrouvez donc dans Niccolò Peccavi ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, donc le premier prix Renaudot, dans Noir et Crise, dans un recueil de nouvelles qui est Jérusalem à Carpentras, et dans une pièce de théâtre dont je vous reparlerai tout à l'heure parce qu'elle est devenue un opéra, Esther de Carpentras. Parlons donc maintenant d'Aix-en-Provence, donc deuxième pôle important de la vie et de l'œuvre d'Armand Lunel. C'est à Aix-en-Provence qu'il est né, hein, comme je vous l'ai dit, et c'est là qu'il a développé et élargi sa sensibilité artistique et sa culture, parce qu'il y a fait partiellement ses études jusqu'au baccalauréat, et puis grâce à une rencontre capitale qui est celle du compositeur Darius Milhaud. Darius Milhaud fut son condisciple au seul lycée de l'époque à Aix, qui était le lycée minier, et il a accompagné, stimulé la vocation littéraire de son ami Armand Lunel, tandis que lui développait pleinement sa vocation musicale. La ville d'Aix est au centre de 2 romans de maturité qu'on a réédités aux éditions L'Harmattan récemment, en 2014, qui sont ici, que vous pouvez vous procurer sans problème dans n'importe quelle librairie aussi. Donc Les Amants d'Aix et La Belle à la Fontaine. Les enchantements de l'enfance carpentracienne, opposé à la découverte de la ville d'Aix, inspire aussi à Armand Lunel un poème en prose, comme on en écrivait, comme de grands écrivains en ont écrit à cette époque-là, Claudel, Saint John Perse, dans lequel il oppose et il explique son attachement, en fait, ce double attachement, à la fois à Aix et Carpentras. Ce poème s'appelle « Frère gris ». Le titre en est un peu énigmatique. On pense que justement Frère Gris, parce par ailleurs il est déduit à Darius Milhaud, et on pense que ce Frère Gris est sans doute Darius Milhaud comme le double d'Armand Lunel. Je vais vous en lire un extrait parce que c'est une prose tout à fait différente, un petit peu hermétique, mais bon, qui a son charme aussi. Au jeu nouveau, donc c'est une évocation poétique de la ville d'Aix que dans son imaginaire il vient de découvrir. Au jeu nouveau, je voulais gagner davantage, et dans cette ville nouvelle, à Pâques, j'ai cherché tous les souvenirs de l'ancienne. L'ancienne, c'est Carpentras. Dans le soir déjà, je m'arrête en tremblant, au bas d'une brusque tombée de tuiles, et salue l'or jaune éternel qui me sourit. Ô mon fidèle et triste ami, j'avance encore, et je te dépasse. Bientôt je connaissais mieux cette ville nouvelle que la ville de mon passé. Déjà je les ai toutes deux confondues. Antiquité des villes, acanthe creusée dans le calcaire gris ou fenêtres à croisillons, le siècle importait peu. De ce visage, quel qu'il soit, je garde tant de souvenirs divers. Rue des Quarts d'Heure, rue des Pénitents Bleus, rue de l'Annonciade, ce sont des rues d'Aix qui existent toujours. Aix, c'est aussi la découverte de la peinture de Cézanne, dont je vous parlerai dans la partie suivante. Ce sont aussi des longues promenades à pied dans la campagne aixoise, qu'il transpose dans son roman Les Amants d'Aix, et dont il fait le promeneur dans Les Amants d'Aix. C'est un des personnages révoltés. Il y a beaucoup de personnages révoltés dans les romans d'Armand Lunel. Il s'appelle Frédéric, et au lieu d'aller passer ses examens universitaires, il préfère aller marcher, pas déambuler, mais marcher dans la campagne aixoise avec la femme qu'il aime, au mépris des interdictions familiales. Alors la maison familiale, elle est tenue par ses oncles qui sont donc des bourgeois commerçants en amandes, commerce traditionnel de la ville d'Aix en ce début du XXe siècle. Et lui, le réfractaire, refuse de rentrer dans l'entreprise familiale. C'est un poète, à l'image un petit peu d'Armand Lunel d'ailleurs, qui lui-même était non pas fils de négociant en amandes, mais fils de négociant en huile d'olive.
et donc qui n'a pas choisi la tradition commerciale, mais qui a choisi la philosophie et la littérature. Voilà, donc Simone va vous faire partager la promenade de Frédéric Albarès, le héros des Amants de d'Aix, au pied de Sainte-Victoire. Quand je fus en première, je daignais me présenter au concours général pour la composition française. Mais un peu plus tard, le matin de l'écrit du Bachot, j'inaugurais la série de mes grandes frasques. Au lieu de me rendre à la fac avec mes condisciples, je manquai à l'appel. Et je partis en bombe chez le père Léotard, sous les ombrages du Tolonnais, avec Modestine, une petite amandière, sous le bras. Mais j'eus beau me recommander de fortune auprès de lui, le père Léotard, peut-être à cause de Modestine, qui avait à peine 15 ans, eut peur d'une sale histoire et ne voulut de nous qu'à déjeuner. Si bien que vers le soir, on monta plus haut, jusqu'au pied de la montagne Sainte-Victoire, chez un autre nourricier, Espiguelou, le gardien du barrage Zola. 3 jours durant, il nous hébergea dans sa maisonnette, nous régalant avec des perdreaux de braconnage et du poisson blanc de son réservoir. Quand Espiguelou allait à ses pièges, Modestine et moi, nous pouvions alors nous baigner, comme Ève et Adam, dans le barrage. Un vallon où les eaux de la montagne viennent s'accumuler contre une digue monumentale, pareil à un morceau des remparts d'Avignon. Cela nous faisait pour tous les deux une piscine de paradis terrestre. Il faisait si chaud que le roc aigu de Sainte-Victoire était devenu comme un verre. J'avais 16 ans, j'étais entrée dans cet Éden les mains vides, sans bagages. J'avais rompu même avec la servitude du mouchoir de rechange et de la brosse à dents. Et non seulement j'étais libre, mais encore j'étais comblée. Mes derniers préjugés étaient en train de fondre sous le soleil dévorant, et ma philosophie se cristallisait. Donc encore un personnage en rupture. Le Cordier Florent quitte sa corderie pour découvrir les chemins de la Provence jusqu'à Sisteron. Ici, c'est Frédéric qui est en rupture par rapport à ses études et donc qui part découvrir les beautés de la campagne aixoise. Troisième lieu important, c'est Monaco. Donc Monaco, c'est l'endroit où mon grand-père a vécu. Il obtint son premier poste, alors c'est pas tout à fait son premier, puisqu'il a quand même enseigné 3 mois au lycée Mini à Aix, et un petit peu à Avignon aussi. Mais le premier poste à l'année qu'il obtient est en 1920, donc l'unique poste de professeur de philosophie au lycée de Monaco. Et paradoxalement, mon grand-père a très peu écrit dans son œuvre littéraire sur sa vie à Monaco. Monaco, c'est le lieu où il exerce sa profession et il prend bien soin de séparer sa profession de son activité d'écriture, qui, néanmoins, grâce aux conditions qu'il trouve à Monaco, va se développer de 1924, donc 4 ans après sa nomination, c'est le premier prix, le premier roman, L'imagerie du Cordier, dont je vous ai parlé, jusqu'à son dernier, en 1975, qui n'est pas un roman, et qui est un essai sur l'histoire des Juifs du comtat venessin, le titre en est « Juifs du Languedoc, de la Provence et des États du Pape ». Donc ça, c'est sa dernière œuvre, qui a d'ailleurs été couronnée par le prix d'histoire de l'Académie française. Monaco, finalement, pourquoi ça favorise son inspiration? Parce qu'il y exerce de façon très confortable son métier de professeur. On est loin des classes surchargées d'aujourd'hui. Il a une quinzaine d'élèves qui sont dans l'ensemble studieux, je pense, qui lui laissent donc le temps de faire ses cours. Tout le monde témoigne du grand sérieux du professeur, mais donc il lui laisse le temps et l'esprit libéré pour imaginer des histoires, voilà. Et par ailleurs, il a été dans la suite de sa vie après la guerre très reconnaissant à la famille princière, parce que Albert Ier a donc protégé pendant toute la guerre les quelques familles juives de Monaco. Alors bien que les Italiens aient été moins féroces que les Allemands, la protection a été très efficace. Voilà, et notamment a permis, alors bien, il a gardé mon grand-père comme professeur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sous la pression des autorités françaises. Et puis après, ils se sont toujours arrangés pour procurer des leçons particulières, etc. Il y a eu une espèce de solidarité à Monaco qui a fait que mon grand-père n'a jamais voulu après quitter Monaco, même si ses attaches finalement étaient plus à Aix ou à Carpentras.
Donc c'est de Monaco en même temps, vous savez, un écrivain ou un artiste a parfois besoin de distance pour créer. Et à Monaco, il trouve justement cette distance nécessaire à la création pour parler de ce qui lui est vraiment très cher. Hein. Donc c'est aussi favorable à sa création. Et alors il a quand même évoqué, alors Monaco aussi procure autre chose, qui est la proximité de la mer Méditerranée. Le bureau, donc là vous avez une carte postale qui représente Monaco au début du XXe siècle, là ça ressemble plus du tout à ça maintenant. Hein. Et le bureau de mon grand-père, là vous voyez mon grand-père à son bureau, à la fenêtre au fond, dominait le port. Hein. Donc on voyait la Méditerranée s'étendre devant nous, hein, quand on allait le voir. Hein. Donc son inspiration est profondément méditerranéenne. Alors le roman où ça se manifeste le plus, si vous voulez, c'est profondément méditerranéen, comme je l'ai dit, dans sa philosophie de dépasser les contraires. Voilà. Et là où ça se manifeste le plus directement, hein, c'est dans le roman Le ballet de sorcières qui a été publié en 1935, dont l'action se passe à Nice. Et le personnage principal est un directeur d'huilerie, alors un commerçant en huile d'olive, hein, qui quitte Nice pour aller chercher des lieux d'importation en Italie du Sud. Et donc le roman se déroule en parallèle, à la fois à Nice où est restée sa famille, et en Italie du Sud, où il découvre justement toutes les exagérations, tous les fantasmes méditerranéens. Hein. Il est un petit peu présenté comme un Hercule, vous savez, Hercule qui avait été prisonnier des amours d'Omphale. Le personnage principal, là, qui est Monsieur Montagnère, est prisonnier des charmes d'une belle italienne du Sud et en oublie sa femme et ses 2 petites filles qui restent à Nice et dont on évoque en parallèle la vie dans la campagne niçoise, etc. Donc il y a une double évocation tout à fait intéressante. Ce double postulat de la nature méditerranéenne, si vous voulez, qui est à la fois fascinante par son soleil, par sa lumière, et puis en même temps terrifiante, parce que ce soleil en même temps est destructeur. Hein. C'est au fond de toutes les philosophies méditerranéennes, hein, on la retrouve chez Albert Camus, par exemple, qui en a parlé plus tard, hein, il est plus jeune que mon grand-père, hein, mais bon, c'est le substrat aussi. Et mon grand-père la développe aussi dans une œuvre qui est plutôt un essai qu'il consacre à la Provence, et J'ai vu vivre la Provence, qu'il a publié en 1962, hein, où il juxtapose comme ça ces 2 aspects de la Méditerranée, l'aspect gai, envie de vivre, joie de vivre, et puis l'aspect terrifiant qu'on retrouve dans certains mythes, par exemple le mythe de la Tarasque qui dévorait les enfants à Tarascon. Et on retrouve cette thématique dans un essai de film qu'il a fait après la guerre avec René Clément. Enfin, il avait même commencé pendant la guerre. Et donc là, vous avez des extraits de photogrammes de ce film qui n'est jamais sorti, mais qu'on peut voir en cinémathèque. Et donc, où il reprend cette opposition entre la Provence rose, si vous voulez, et la Provence noire. Donc, en conclusion de l'évocation de ces lieux qui ont nourri l'imaginaire d'Armand Lunel, on peut remarquer que Monaco, c'est ce point d'ancrage méditerranéen dont je viens de vous parler. Carpentras, ça constitue les fondements sur lesquels le romancier a ancré son œuvre. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait des lieux de son enfance, il en a compris l'intérêt et l'importance dans son imaginaire. Et Aix, c'est le lieu des prises de conscience de sa vocation littéraire, je pense, aux côtés donc, de son grand ami Darius Milhaud. Il nous reste à parler d'autres influences non moins importantes, qui sont l'influence des personnes. Je vais revenir rapidement sur le grand-père d'Armand Lunel, que vous voyez ici dans son musée. Simone, tout à l'heure, vous a lu un extrait de Niccolò Peccavi où on parle du personnage Abrané et on parle de son musée. Hein. Alors ce musée, il a vraiment existé. Le grand-père d'Armand Lunel était un fin
un fin fureteur dans les brocantes, et donc il avait accumulé un certain nombre d'objets précieux ou moins précieux, hein, et il avait transformé son appartement en un véritable musée, dont vous voyez ici une des pièces, hein. Le grand-père figure au milieu. Bon, c'est assez cacophonique, si je puis dire, hein, mais bon, c'est original, hein. Et le petit-fils, donc, qui fréquentait son grand-père, a été très marqué par ça, hein. Et il raconte lui-même que dans des interviews qu'il a fait sur France Culture, il raconte que quand il met en scène son grand-père, en fait, le caractère de son grand-père, il le retrouve en lui. Hein, et que chaque fois qu'il y a le personnage d'Abrahané dans ses romans, c'est aussi de lui qu'il parle, hein, et qu'il décrit ainsi. Érudit, curieux, fureteur, écrivailleur depuis longtemps, il avait la manie de prendre des notes et d'orner sa maison de vieilleries. C'est extrait de Niccolò Peccavi. Lui-même, Armand Lunel raconte que dès le plus jeune âge, son grand-père lui avait appris à acheter de vieilles clés chez les brocanteurs. Et de fait, moi, petite fille, j'ai vu sa maison décorée sur les murs, décorée de vieilles clés qu'il avait achetées, des clés de toutes sortes, de portes, d'armoires, voilà. Toutes clés rouillées, qui étaient un peu impressionnantes pour la petite fille que j'étais, ou qui m'amusaient parfois. Donc on comprend que le jeune Armand a pris plaisir à imiter son grand-père, donc qui se trouve au centre de 3 de ses romans, donc Niccolò Peccavi, Noir et Grise, et le recueil de nouvelles Jérusalem à Carpentras, où on le retrouve aussi dans plusieurs nouvelles. Ce grand-père était d'ailleurs ami de Frédéric Mistral. Il a échangé une correspondance importante avec Frédéric Mistral, qui est à la bibliothèque, dans les archives de la bibliothèque Méjeanne. Et ces collections ont été partiellement léguées au musée de Grenoble et au musée Arlatan à Arles. Autre personnage important, Darius Milhaud, donc que vous voyez ici, jeune, en compagnie de mon grand-père. Darius Milhaud est l'homme habillé de blanc, mon grand-père est à côté. La photo a été prise dans la propriété des Milhaud. Les Milhaud étaient de riches commerçants donc en amandes, et mon grand-père s'est inspiré de leur famille pour écrire les amandes d'Aix. Tandis que la famille de mon grand-père donc était des commerçants, possédait un moulin à huile à Alins et commerçait leur propre huile d'olive. Donc les deux familles, naturellement, se sont trouvées être rapprochées par leur métier et aussi par leurs origines juives. Toutes deux étaient des familles d'origine judéo-comtadine. Et enfin, ils habitaient, si je puis dire, le même quartier d'Aix, la maison de Darius Milhaud étant en bas du cours Sextus. Elle a été rénovée, hein. À l'heure actuelle, elle ne sert plus à grand-chose, mais on espère en faire quelque chose, peut-être un musée de la photographie. C'est dans les cartons de la ville d'Aix, ça. Et par ailleurs, mon grand-père habitait rue Irma Moreau, tout à fait au début de la rue Irma Moreau, donc ils étaient très proches l'un de l'autre. Ils jouaient ensemble sur la place qui jouxte la place de la Rotonde, la place Jeanne d'Arc, hein, qui était un peu le square où jouaient les enfants. Et puis après, ils se sont retrouvés au lycée, et ils se sont vraiment liés d'une forte amitié, d'une amitié à la Montaigne et à la Boétie, hein, mais c'est la façon dont mon grand-père en parlait, hein, très forte amitié, à la fois intellectuelle et familiale, forcément, hein, qui n'a jamais cessé. Et la mort de Darius Milhaud, qui est parti avant mon grand-père, a été une grande douleur pour mon grand-père. Donc mon grand-père s'est retrouvé à 6 fois librettiste des opéras de Darius Milhaud, à 6 reprises. Hein, Lionel Pons donc en parle, le professeur au Conservatoire de Marseille, là en parle dans ce petit livre. Hein. Premier opéra, Les Malheurs d'Orphée, qui ont été représentés par 2 fois au Festival d'Aix et qu'on aimerait bien voir remonter à nouveau. Bon, il y a des gens qui travaillent à ça, on espère que ça aboutira. C'est en fait une transposition de l'histoire d'Orphée en Camargue. Hein, donc il y a toujours le substrat de la civilisation méditerranéenne via la Grèce, hein, et puis la Provence, hein, avec ici la Camargue. Hein. Un opéra historique, qui est pas du tout ancré en Provence, qui est Maximilien, qui se passe au Mexique. 2 arguments de ballet, La Cueillette des citrons et Baba Garibo, qui sont 2 œuvres étroitement imbriquées qui ont été données à Menton et dont tout à l'heure je vous ferai écouter un extrait. C'est écrit en l'honneur pour la fête du citron de Menton. Et enfin, Esther de Carpentras, qui à l'origine était une pièce de théâtre et qui est devenue, grâce à Darius Milhaud,
donc un opéra. Pas enfin d'ailleurs, parce qu'il y a une dernière œuvre, il s'agit de l'opéra David, qui est une commande de l'État d'Israël pour commémorer la fondation de Jérusalem. Ça a été ensuite joué à nouveau à Bruxelles. Voilà, cette mise en perspective de la communion entre un musicien et un romancier doit être complétée par la communion entre des artistes peintres et un romancier qui est Armand Lunel. Alors la première grande influence capitale, hein, c'est la découverte de l'œuvre de Cézanne, qui, quand mon grand-père était adolescent, n'était pas du tout connue. Hein. Donc pour mon grand-père, c'était un choc. Hein, de découvrir, par exemple, cette toile de Cézanne dont je vais vous parler quand Simone vous aura lu un extrait de ce qui était un récit publié dans le journal Le Figaro. Dans cet extrait d'article, Armand Lunel raconte comment, enfant, pour la première fois, il a vu une peinture de Cézanne dans les circonstances un peu comiques, qui traduit bien l'atmosphère d'Aix à cette époque-là. Et Simone va vous faire partager cette expérience. Pas plus sous les platanes du cours Mirabeau qu'au détour d'un de ces sentiers qui mènent tous à Sainte-Victoire, personne ne m'a jamais montré du doigt le farouche vieillard ployant sous la charge du chevalet. Mais ce que je me rappelle, comme dans un rêve, c'est que vers l'âge de 7 ou 8 ans, je fus traînée par ma famille à l'exposition organisée tous les hivers par la Société locale des Beaux-Arts. Voilà que cette année, Cézanne avait fait lui aussi son envoi au Salon d'Aix. Oui, les Aixois pouvaient enfin contempler un de ces tableaux extravagants dont quelques Parisiens, probablement des fous, eux aussi s'engouaient. Un farceur, trop certain d'être approuvé par l'opinion publique, avait suspendu la toile tête en bas. Voilà, donc l'atmosphère de l'époque. Par ailleurs, mon grand-père, plus tard, a fait la comparaison, parce qu'il a fait ses études à Normale Supérieure à Paris, et il a pu découvrir qu'à Paris, les œuvres de Cézanne étaient exposées, notamment chez Vollard. Hein. Bien que Vollard, il raconte par ailleurs que Vollard n'en prenait pas grand soin non plus, elles étaient entassées dans un couloir. Donc, alors le grand choc esthétique, si je puis dire, c'est donc ils sont tellement passionnés par Cézanne avec Darius Milhaud, hein, que chaque fois qu'ils rentrent en vacances de Paris, ils cherchent à mieux comprendre ce qui se passe autour de Cézanne, hein, et ils arrivent à pénétrer. Ils sont reçus chez la sœur de Cézanne, Marie, qui habite en face du musée des Beaux-Arts de l'époque, actuel musée Granet. Et donc Marie leur ouvre sa salle à manger, et voilà ce qu'ils découvrent dans la salle à manger de Marie, cette magnifique Sainte-Victoire, hein, qui a disparu très longtemps, parce qu'elle avait été saisie par les Allemands pendant la guerre. Elle était devenue propriétaire d'un riche industriel juif, donc saisie ensuite pendant la guerre. Elle a complètement disparu, elle est réapparue récemment. Elle a été exposée au musée d'Aix il y a 4-5 ans. Et donc Armand Lunel, voilà, il dit son choc. Hein, et il l'a décrit, il dit, c'est important pour ce que je vais vous dire après des romans, hein, il voit dans cette œuvre une montagne Sainte-Victoire qui est à la fois massive et légère, transparente. Hein. Et ça, c'est la lecture de la sensibilité d'Armand Lunel. Hein. Je ne dis pas que Cézanne a voulu faire ça, hein, mais Armand Lunel perçoit les contrastes. Il voit un bloc, un rocher, mais il voit aussi de la légèreté, de la transparence. On est toujours dans le dépassement des contraires. Et donc, cette Sainte-Victoire, c'est d'autant plus drôle que, par ailleurs, à la même époque, le conservateur du musée des Beaux-Arts, qui est Henri Pontier, hein, avait refusé tout tableau de Cézanne dans son musée. Alors parlons maintenant d'un autre peintre qui lui est donc beaucoup moins connu, hein, mais qui a été connu au début du XXe siècle, hein, qui était même grand ami de Picasso et qui avait une réputation presque équivalente à celle de Picasso. Hein. Voilà, il a une peinture de genre très divers, vous voyez, très inspirée par la Camargue et par le Pays d'Arles. Hein. Donc c'est un
copain, si je puis dire, d'enfance de mon grand-père, hein, un peu plus jeune que lui, copain d'enfance aussi de Darius Milhaud, et ils ont eu ensemble une production très en symbiose, hein. Armand Lunel faisant les critiques des expositions de Marchand, et Marchand collaborant avec Milhaud notamment à la création de l'opéra dont je vous ai parlé, enfin du divertissement dont je vous ai parlé, Barba Garibo et la cueillette des citrons, et aussi illustrant un recueil de nouvelles dont vous voyez ici la première de couverture, La maison de la femme peinte. Et donc vous voyez ici Marchand à l'œuvre. Alors, Barba Garibo, c'est un divertissement musical qui naît aussi de cette fascination devant la lumière. Les trois hommes ont été sollicités par la municipalité de Menton donc, pour célébrer cette lumière provençale, à l'occasion de la fête des citrons organisée à Menton. Et donc les trois hommes se sont réunis pour essayer de traduire cette joie méditerranéenne. Ça a donné donc un spectacle qui a été donné donc à Menton et qui est fondé sur la transmission des traditions mentonnaises. Alors le personnage qui représente la tradition est le vieux Barba Garibo qui apprend aux nourrices mentonnaises les vieilles comptines et les vieilles berceuses que lui a connues quand il était enfant et qu'il aimerait bien ne pas voir mourir. Alors, je vais vous faire écouter deux extraits audio. D'abord, la sympathique voix provençale de Barba Garibo. Il s'agit d'un enregistrement qui a été fait à Aix avec le directeur du conservatoire d'Aix de l'époque, qui était Michel Camat, qui m'a gentiment prêté ces enregistrements. Imaginez que vous êtes en ce moment à Menton et que vous avez sous les yeux la place de la Conception, l'église Saint-Michel, la silhouette ajourée du clocher de Saint-Isidore, la chapelle des Pénitents Blancs. Une ruelle voûtée qui s'enfonce dans la vieille ville et, par-delà la balustrade du grand escalier qui descend de la place, le panorama du port et de la Méditerranée. Sur la dernière marche de l'escalier, une jeune femme est en train de bercer son poupon dans le traditionnel berceau du pays. Un beau berceau en bois sculpté. Ce moment à Menton et que vous avez sous les yeux la place de la Conception. Excusez-moi. Voilà. Donc l'autre versant deuxième versant de la collaboration, c'est l'illustration des nouvelles donc d'Armand Lunel.
La maison de la femme peinte. Il s'agit de l'histoire principale, de la principale nouvelle, c'est l'histoire d'un jeune enfant fasciné par une peinture en trompe-l'œil sur le mur d'en face, de la maison d'en face. Et donc Armand Lunel a illustré ça de ce joli dessin. Voilà. Et bon, j'ai mis une citation à côté, le dessin censé illustrer la citation, hein, mais bon, c'est toute une atmosphère aussi qui est rendue par ce dessin de Marchand. Par ailleurs, Lunel a eu aussi un regard critique donc, sur l'œuvre de Marchand, hein, mais ce n'est pas un regard, si vous voulez, de critique d'art, hein, c'est un regard d'homme qui s'intéresse à un autre homme. Hein, et chaque fois, d'ailleurs, il ne fait pas ça seulement pour André Marchand, parce qu'il a connu d'autres peintres et écrit d'assez nombreux comptes rendus critiques d'exposition. Hein. Et chaque fois, ce sont les personnalités qui l'intéressent. Hein. Et là, pour ce compte rendu critique, il commence par raconter la promenade qu'il fait avec Marchand au Beau de Provence et ensuite en Camargue. Hein. Et il évoque ainsi, avec beaucoup de lyrisme, son compte rendu critique, vous pouvez en prendre connaissance là, hein, c'est presque un poème, hein, plus qu'une critique technique de l'œuvre du peintre. Et André Marchand a fait beaucoup a représenté de nombreuses fois des envols de flamants, hein, de flamants roses, et des couchers de soleil, des levées de lune. Hein, il est très, très fasciné aussi par la lumière sur l'eau en Camargue. Alors comment cet univers imaginaire qu'on a évoqué là en 3 parties, hein, les lieux, les hommes, la peinture, la musique, hein, comment est-ce que tout ça finalement donne une création romanesque originale? Eh bien, on retrouve en fait dans la création romanesque les 3 grands thèmes qui traversent, les 3 grands centres d'intérêt, si vous voulez, qui traversent la vie de l'homme. Hein. C'est un homme, Armand Lunel, qui s'est intéressé aux personnes. Hein. Dans l'œuvre romanesque, ça donne des personnages typiques. Hein. C'est un homme qui est imprégné de philosophie méditerranéenne et de fascination devant la Méditerranée, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Et puis enfin, c'est un homme qui s'intéresse tout aussi bien aux petits détails de la vie locale, hein, mais dont il a la conviction qu'il ne faut pas rester prisonnier, hein, et dont il a la conviction qu'il faut les dépasser parce que tout ça se rejoint dans une espèce d'universalité commune à tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines ethniques, etc. Et c'est en ça, je pense, qu'il a beaucoup à nous apprendre. Je vais vous donner on va prendre à nouveau faire 3 petites lectures sur lesquelles nous allons terminer cette évocation. Hein. D'abord, quelques personnages pittoresques. Vous avez ici à nouveau une illustration du roman des Amants de Daix qui était paru en feuilleton dans les Nouvelles littéraires avant de paraître en édition complète. Hein. Et c'est à nouveau ce personnage extraordinaire dont je vous ai parlé, qui est Frédéric, qui vit tellement dans la marginalité de l'époque, si je puis dire, parce que bon, c'est différent de nos jours, hein, qu'il a, chaque fois qu'il peut sortir, il sort, et il utilise notamment les services des cochers taxis de l'époque d'Aix. Hein. Et il doit beaucoup d'argent à l'ensemble des cochers, et malicieusement, il n'en a payé qu'un seul, parce que ça l'amuse, hein, et que ça va susciter une espèce de course folle de tous les cochers dans les rues d'Aix. Je laisse la parole à Simone. Brigandasse, les sous que tu nous dois, vas-tu nous les cracher? Impossible de s'arrêter au Nègre-Coste. Par bonheur, Borfig garde la tête et tourne en bolide devant la statue du roi René en direction de la place Forbin. Déjà sur le passage bruyant des 30 voitures en compétition, à toutes les fenêtres, des visages stupéfaits font galerie comme dans autant de loges. Déjà, au bout des rues latérales, rue des Arts et Métiers, rue Minier, rue du Grand Séminaire, les curieux en affluant vont former une barrière. Déjà les Aixois entament des pronostics et on assiste à une ébauche du pari mutuel. Brève évocation de la vie d'Aix au début du XIXe siècle. Bon, on a du mal quand on voit maintenant le cours Mirabeau où il y a l'hôtel Nègre-Coste et la statue du roi René en haut et la place Forbin. On imagine mal donc la course des cochers à la poursuite de leur, du personnage qui leur doit de l'argent.
Alors, les romans d'Armand Lunel fourmillent de personnages étonnants. Il y a beaucoup de personnages secondaires qu'il croque, si je puis dire, hein, qu'il suggère, parce que grâce à son expérience, il allait à la rencontre des gens. Hein, il adorait parler avec les gens. Quand il venait à Aix, il allait sur le marché d'Aix, il parlait à tout le monde. Hein. Et donc tout ça, ça a nourri son imaginaire. Il est aussi à la recherche de tous les petits métiers disparus, dont il sentait la disparition. Hein. Donc tout à l'heure, on a vu le cordier et bien d'autres métiers. Il a d'ailleurs, à cause ou grâce à cet intérêt qu'il manifestait pour ses traditions et leur ancrage, hein, il avait été choisi par le Musée national des arts et traditions populaires qui avait été créé en 1937 dans le département des Alpes-Maritimes, donc où il habitait, hein, pour recueillir toutes les traditions et tous les objets dont il croyait qu'il serait d'un intérêt de les garder, de les amener au musée à Paris. Donc il avait été chargé de ça. Ce musée n'existe plus, mais il a été malheureusement fermé, mais pas si malheureusement que ça pour nous qui sommes en Provence, parce que les collections sont partiellement transférées au MUCEM. Alors, il y en a d'autres qui restent à Paris, enveloppées dans des caisses, hein, mais les collections du MUCEM sont faites de ces objets qui avaient été donc recueillis pour le musée des arts et traditions populaires créé en 1937. Alors, deuxième thématique au cœur de l'œuvre et de la vie, la sensibilité méditerranéenne. On va vous lire ici un extrait du roman niçois, pour changer un petit peu, hein, pour vous faire voyager en Provence. Donc, il s'agit d'une description de l'arrière-pays de Nice. Il s'agit du contremaître des entrepôts montagnards. Je vous rappelle que ce sont des entrepôts d'huile d'olive qui, en l'absence de son maître, s'occupe de tout, des entrepôts, de la vie familiale, etc., comme ça pouvait être à l'époque dans les petites entreprises. Hein. Et il adore tellement la nature qu'il emmène ses deux petites maîtresses en promenade l'hiver dans l'arrière-pays niçois. Une figuière, annonça Chicot, qui voulait dire un figuier, car il mettait la plupart des noms d'arbres au féminin. Au premier tournant du sentier, les branches passaient par-dessus le mur, et elles étaient nues, l'hiver les ayant toutes dépouillées de leur grasse frondaison, sauf une seule, la plus haute, sur laquelle une dernière feuille résistait encore, et sous le vent léger, faisait comme un signe de bon accueil. « Des figues !» cria triomphalement Chicot. Si elles étaient si bonnes, c'est qu'elles avaient séché sur l'arbre toutes seules. Les doigts impurs de l'homme ne les avaient pas touchées, et quelques-unes même avaient été entamées à coups de bec par les oiseaux. Voilà les richesses donc, que mon grand-père voulait transmettre. Elles sont faites de diversité. Vous remarquez la faute de français de l'ouvrier qui dit figuière au lieu de figuier. Mais en fait, quand il fait cette faute, il suit là une tradition antique qui est la tradition gréco-romaine, et plus anciennement grecque, hein, qui était de penser que dans chaque arbre, il y avait une déesse. Et donc, voilà. Et c'est aussi le respect, c'est le plus humble qui est l'ouvrier, qui sait voir la beauté de la nature là où elle est. Et donc, mon grand-père tenait beaucoup à ça, à transmettre à ses lecteurs, à ses petits-enfants aussi, bien sûr, le secret de ces beautés familières qu'il faut savoir voir autour de nous. Mais dépassant cette vie locale, comme je vous l'ai dit, il a eu aussi à cœur de transmettre un amour de la vie dans sa globalité. Hein. Et dès son premier roman, L'imagerie du Cordier, son personnage termine son histoire avec une ascension du Mont Ventoux, dans laquelle le personnage se dissout quasiment dans la nature, devient arbre lui-même, parce qu'il fait partie de ce grand tout. Hors des chemins de bûcherons, prêt à s'enfuir au moindre bruit, il tirait après lui sa corde. Et s'élevant de jour en jour plus haut que les plantations d'oliviers et les vignobles en terrasse, dans l'air plus frais saupoudré parfois d'une pluie légère, à travers des parfums plus forts où la résine vierge dominait, plus haut que le feutrage sombre des grands pins, sous un ciel de verdure avare de lumière, dans un secret profond, il atteignit les hêtres légendaires. Le long des torrents qu'il remontait, il lui sembla que le murmure des eaux
à petits coups, lui ôtait le sentiment de l'existence personnelle. Imprégné de fraîcheur, il devint mousse, racine, arbre feuillu, la forêt entière. Dans l'obscure solitude végétale, comme son vêtement au contact de la terre, il changea sa couleur pour la couleur de la montagne et perdit chaque jour davantage de son passé. L'histoire donc de ce Cordier, c'est encore l'histoire d'un homme très simple, hein, mais qui n'a pas donc d'éducation à l'école, etc. Mais il sait, lui seul sait découvrir la magie de ce qui l'entoure. Et non seulement il sait le découvrir, mais au cours de son voyage, il va apprendre à le transmettre en parlant de village en village. Et il traîne toujours sa corde avec lui, mais il ne la vend plus. Au lieu de vendre sa corde, il dit gratuitement, si je puis dire, il donne gratuitement ses histoires. Et donc c'est la découverte d'une étonnante vocation. Et finalement, pour moi, c'est très symbolique parce que ce premier roman d'Armand Lunel raconte le début d'une œuvre, finalement. Et comme par prémonition, il a inventé ce personnage qui lui ressemble tant. Et donc, on peut dire que c'est pour ça que pour moi, mon grand-père, c'est un imagier. C'est quelqu'un qui sait transmettre des images et des histoires. Et c'est pour ça que j'ai choisi les mots tirés de ce premier roman, pour donner le titre de cette évocation et de ce petit livre, parce que j'ai voulu vous montrer combien cet homme était animé d'enthousiasme quand il s'agit d'exprimer la simplicité de la vie, mais aussi sa puissance et puis la permanence de la vie, malgré toutes les épreuves qu'il a pu surmonter. J'ajouterais que son écriture est témoin aussi de cette vitalité parce qu'elle est de forme extrêmement variée. Je vous ai surtout parlé des romans parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais il y a aussi les 7 livrets d'opéra parce qu'en fait il en a écrit un de plus pour un autre musicien. Il y a des contes, il y a les nouvelles, il y a sa réflexion sur son identité, donc ses essais, une pièce de théâtre, et puis même des projets, donc ce projet cinématographique qui montre combien il était ouvert aux autres façons de communiquer. Et il a même d'ailleurs eu des projets télévisuels qui n'ont pas abouti parce qu'après il était trop vieux, mais dont on garde trace dans les archives. Donc c'est un homme pour qui la lumière méditerranéenne a été très importante parce qu'elle est porteuse de valeurs auxquelles il tenait. C'est-à-dire que pour lui, ces valeurs, c'est le respect des diversités, savoir dépasser, écouter et en même temps dépasser ce qui est contradictoire, pour rechercher, comme les philosophes grecs le faisaient d'ailleurs, un espèce d'équilibre. Finalement, son œuvre, elle est à la fois... Alors, ce n'est pas une œuvre idéaliste, pas du tout. Elle est pleine de lumière et de noirceur. Tous les romans se terminent de façon apocalyptique. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et elle est aussi très contrastée donc, par ces atmosphères différentes. Elle est pleine d'humour et pleine de tragédie. Mais il y a beaucoup d'humour. Mon grand-père avait beaucoup d'humour. J'en ai des souvenirs personnels très, très vifs. Il y a aussi la connaissance de l'humain, en ce sens qu'il sait qu'il peut y avoir des hommes atrocement cruels. Il y a aussi de tendres naïfs qui sont émouvants. Et ça, ils sont dans son œuvre. Il y a des originaux. Par exemple Frédéric, là, dont on vous a parlé plusieurs fois, mais il y a aussi des gens très conventionnels et qui sont oppressants pour ces originaux-là. Mais c'est ce que nous continuons à vivre dans la vie du XXIe siècle. Voilà. C'est pas toujours facile d'être différent des autres. Voilà, écoutez, j'espère que ces problématiques vous ont intéressé, vous touchent, et que ça vous donnera envie de découvrir une œuvre qui ne méritait pas d'être oubliée, je crois. Voilà.
Oui. Vous pouvez me poser des questions en tant que petite fille, professeur de lettres, je ne sais pas quoi, quoi d'autre. Oui. Je voulais savoir si c'était essayé à d'autres arts que l'écriture, en fait, puisqu'on a vu à travers son œuvre qu'il s'était intéressé à la peinture, à la musique. Est-ce qu'il a essayé de peindre? Est-ce qu'il a dessiné? Non, il n'a pas peint. Donc il s'est intéressé à. Bon, je pense que chacun est. Bon, j'ai étudié la correspondance qu'il a eue avec Marchand. Hein, il y avait un très grand respect de l'art de l'autre. Hein, et Marchand, et c'est sensible avec d'autres. Il a aussi beaucoup fréquenté les peintres de l'école provençale, hein, bon, en étant moins lié parce que Marchand c'était un ami d'enfance. Hein, mais chez Marchand mettait toujours la limite. Hein, il disait ça, c'est ma partie. Ça, c'est ta partie. Hein. Donc, et on voit ce respect mutuel. Hein. Et avec Milhaud, c'était pareil. Alors, il a travaillé aussi avec l'autre musicien qui était Sauguet, qui rend compte lui aussi de cette, de la façon étonnante dont se déroulait la collaboration, parce qu'ils n'avaient pas à se dire grand-chose. Ils ne se voyaient pas beaucoup. Hein, avec Sauguet, qui était à Paris, et mon grand-père était à Monaco. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, hein, donc c'était des lettres espacées, et il fallait le temps de les recevoir, etc. Hein, bon. Il y avait une telle symbiose, voilà, que finalement ils se comprenaient, et il n'y a pas eu. Chacun avançait, l'un faisait avancer l'autre. Voilà. Et Milhaud témoigne dans son autobiographie du même processus qui se serait passé avec mon grand-père. Mais par ailleurs, donc, les œuvres auxquelles il a touché, donc c'est le cinéma, la télévision, mais tout en restant écrivain. Hein. D'ailleurs, il y a un professeur de l'université de Montpellier là, qui écrit un article sur mon grand-père et le cinéma, hein, dans Armand Lunel et le cinéma, et il remarque bien que ces scénarios sont très littéraires. C'est plus du tout comme ça maintenant qu'on ferait un scénario. C'est pas, ça témoigne d'une méconnaissance de la façon dont on fait un scénario de cinéma, quoi. C'est pas du tout. Bon. Mais bon, c'était l'époque, hein, tout le monde, c'était un art nouveau pour tout le monde en fait, donc c'était pas très gênant, sûrement. Et Lunel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une bonne question. Oui, Lunel, c'est donc la ville. Il y a d'ailleurs, il y a une photo d'une borne kilométrique, parce que c'est une ville donc près de Montpellier. Hein, pas très loin de la ville de Milhaud aussi. Donc, dans le bureau de mon grand-père, il avait photographié la borne kilométrique, une borne kilométrique où il y avait à la fois le nom de Lunel et de Milhaud. Hein. Et donc les Juifs du Comtat venaissin avaient pratiquement tous, hein, il y a des exceptions, hein, des noms de lieux d'origine. Voilà. Qui faisait penser, si vous voulez, alors certains étaient toujours restés dans le sud de la France, mais il y avait une petite migration de Lunel à Carpentras, par exemple. Hein. D'autres étaient venus au temps des persécutions d'Isabelle la catholique d'Espagne, hein, et s'étaient arrêtés en Languedoc. Avant d'arriver donc dans le Comtat venaissin où ils étaient protégés par le pape. Mais donc, quand il y a un nom de ville du Languedoc comme ça, c'est très souvent signe d'une origine judéo-comtadine, en fait. Allez-y, hein, on n'est pas nombreux, donc il ne faut pas se gêner. On faut pas avoir de. Il y a sûrement des choses que j'ai pas dites, ou je sais pas si vous vous posez des questions sur l'homme, c'est vrai que j'ai plus parlé de l'œuvre que de l'homme, peut-être, je ne sais pas, mais enfin, l'œuvre traduit l'homme, c'est sûr aussi. On peut se poser la question, si c'est pas trop indiscret, on peut vous la poser, comment il était comme grand-père alors? Parce que vous avez beaucoup d'admiration, ça, une grande admiration pour lui. Oui. Mais il était comment comme grand-père? Alors, comme grand-père, c'était pas le grand-père qui allait jouer à la poupée avec ses petites filles, hein, vous imaginez, hein. Ça, c'était la grand-mère. Hein. Mais donc, il aimait raconter des histoires. Alors, il nous disait, bon, donc nous étions 4 petits-enfants, on s'asseyait, il y avait des moments privilégiés, hein,
où on s'asseyait de part et d'autre, et il racontait des histoires pour les très bien accessibles à notre âge, hein, d'ailleurs, c'était bien, voilà. Et bien souvent, alors il avait plein d'objets, un peu comme son grand-père, d'ailleurs, dans son bureau, il y avait plein d'objets, c'était assez lourdement décoré, hein, et parfois il prenait des objets. Alors moi, je me souviens d'un petit chat en plomb, à qui il donnait un rôle dans son histoire, vous voyez, bon, voilà. Et puis aussi, alors il adorait inventer des mots. Et on avait avec mon grand-père un langage secret, bon, qui n'était pas si secret que ça, parce que ces deux filles finissaient par comprendre, hein, mais, donc ces deux filles qui étaient ma tante et ma mère, hein, finissaient par comprendre, mais bon, il y avait des codes qu'on respectait. Je ne sais pas, par exemple, quand on était content, il fallait lui taper dans la main et dire 1000 francs. Voilà, parce que 1000 francs, ça devait représenter quelque chose d'énorme à l'époque, où il ne nous appelait pas par nos prénoms, il nous appelait collègues. Ah, collègue, comment ça va? Et puis, bon, là, j'ai pas pu... C'est vrai, il avait eu un fort accent provençal. Hein, donc, j'ai pas mis de... C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit passage audio. C'est à faire pour une prochaine fois, pour entendre sa voix. Oui, j'en ai des passages audio, mais c'est vrai que là, j'ai pas... D'autres, c'est pas indiscret de me poser ce type de questions, hein. Vous pouvez. Mais donc c'est aussi lui, bon, je veux dire que si je suis devenu prof de français, c'est quand même parce qu'il avait une influence sur moi, quoi. Parce que lui était prof de philo, mais il m'a toujours dit que c'était pas la philo qui l'intéressait. Hein, que c'était pas enfin, alors ça l'intéressait, oui, mais ça l'intéressait pas d'être prof de philo. Et bon, j'ai gardé bien sûr précieusement toutes les œuvres qui sont annotées de sa main, et des œuvres littéraires, hein. Parce que pour ce qui est de la philo, il m'avait transmis que des manuels, tout ce qu'il y a de plus aride. Bon. Et il connaissait les philosophes, hein, mais je veux dire, c'était pas ça qui... Je pense, c'est pour ça que je dis, il a exprimé sa philosophie de la vie dans ses romans, hein, voilà, de façon bien plus, je pense, bien plus humaine et bien plus chaleureuse. Hein. Et je vous remercie pour votre présence déjà, ce qui est énorme, parce que certains sont unidex, voilà. Et voilà, et puis votre intérêt. Et puis j'espère que vous allez voilà, faire partie, si ça vous a intéressé, je fais ça pour faire revivre une œuvre, voilà, donc parlez-en autour de vous. Voilà.